Bonjour à tous et bienvenue à American Thought Leaders, notre série spéciale d'actualité inspirée de l'émission originale American Thought Leaders. Aujourd'hui, notre invité est très spécial, c'est le Dr Harvey Risch, professeur émérite de l'Université de Yale. C'est un plaisir. Beaucoup de gens connaissent votre travail au tout début de la pandémie autour de l'hydroxychloroquine. Il est étonnant en fait que beaucoup de gens ne sachent pas que votre profession porte sur le domaine du cancer. Il y a beaucoup de discussions. Il y a eu une augmentation de ce qu'on a appelé les turbo-cancers. Quelle est la réalité de la situation actuelle ? Eh bien, la réalité est qu'il y a des indications que les cancers se produisent en excès et chez les personnes en post-vaccination. En avons-nous la preuve ? Pas vraiment, mais il existe des données et des observations qui vont dans ce sens. Par exemple, si vous essayez d'obtenir un rendez-vous dans une clinique d'oncologie dans une grande région métropolitaine des États-Unis, vous constaterez que les rendez-vous sont pris d'avance et qu'il faut parfois des mois et des mois plutôt que des semaines pour obtenir un rendez-vous. C'est ce que j'ai entendu dire à plusieurs reprises. Le fait qu'un nouveau produit comme ces vaccins puisse causer le cancer n'est pas quelque chose qui va être observable du jour au lendemain. Le cancer en tant que maladie met longtemps à se manifester, depuis les premières cellules qui se détraquent jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille suffisante pour être diagnostiquées ou présenter des symptômes. Cela peut prendre 2 à 3 ans pour les cancers du sang comme la leucémie et les lymphomes, 5 ans pour le cancer du poumon et 20 ans pour le cancer de la vessie, 30 à 35 ans pour le cancer du côlon et ainsi de suite. Il s'agit donc d'événements à long terme et si vous aviez soudainement introduit un nouveau produit comme les vaccins, la première chose à laquelle vous pourriez vous attendre serait les cancers du sang que j'ai mentionnés, mais pas les autres types de cancers. Or, ce que les cliniciens constatent, ce sont des choses très étranges. Par exemple, des personnes de 25 ans atteintes d'un cancer du côlon et n'ayant pas d'antécédents familiaux de la maladie. C'est pratiquement impossible selon le fonctionnement du cancer du côlon. De même, les cancers à longue latence que l'on observe chez de très jeunes personnes ne correspondent tout simplement pas au fonctionnement normal du cancer. Il doit donc y avoir un stimulus déclencheur pour que cela se produise. Et à mon avis, le cancer est quelque chose que le corps combat normalement parce que les cellules qui sont créées lorsqu'elles se détraquent sont généralement reconnues par le système immunitaire qui parvient à les éliminer ou à les rendre inopérantes, de sorte qu'elles ne progressent pas. Mais si vous endommagez le système immunitaire d'une manière qui limite sa capacité à reconnaître ou à neutraliser les cellules cancéreuses qui viennent se développer, cela ouvre la porte à leur multiplication au point que le système immunitaire ne peut plus y faire face. C'est le mécanisme qui me semble le plus probable. Nous savons que les vaccins Covid, ont endommagé à des degrés divers le système immunitaire d'une partie des personnes qui les ont reçus. Et ces dommages peuvent aller de la multiplication des cas de Covid à l'apparition d'autres maladies infectieuses, voire d'un cancer à plus long terme. Nous observons donc ces cancers à longue latence, mais aussi des cancers comme le cancer du sein. Le cancer du sein est typiquement une maladie qui se manifeste chez une femme par la détection d'une lésion ou d'une tache dans le sein qui fait l'objet d'une ablation ou d'une biopsie. Il est ensuite traité et entre en rémission, puis reste en sommeil dans l'organisme pendant 20 ou 25 ans avant de parfois réapparaître. Or, ce que nous voyons, ce sont des femmes vaccinées qui soudainement, dans un laps de temps relativement court, manifestent à nouveau leur cancer du sein resté latent, ce qui est du domaine du possible, tout comme les cancers du sang pourraient l'être dans un délai de 2 ou 3 ans après les vaccins. Ce sont donc les premiers signaux que nous avons observés, étant donné que ces cancers sont apparus chez des personnes trop jeunes pour les contracter par rapport au mode de fonctionnement normal. Ils ont donc été désignés comme des turbocancers. Certains de ces cancers sont si agressifs qu'entre le moment où ils sont détectés pour la première fois et celui où ils reviennent pour être traités, après quelques semaines, ils se sont développés de façon spectaculaire par rapport à ce que les oncologues auraient pu attendre de la progression normale du cancer. C'est en partie pour cette raison que l'on parle de turbocancer. Nous ne connaissons pas l'ampleur de ce problème. Il n'est certainement pas universel, mais s'agit-il d'un problème réel ? Potentiellement oui, il faut donc en être conscient et y prêter attention. Et comme le dit depuis longtemps l'American Cancer Society, il faut être à l'écoute de son corps et suivre tout changement qui n'a pas de sens pour soi. C'est la meilleure recommandation.
Il n'y a donc pas de surveillance au niveau de la population à ce sujet, car on pourrait imaginer qu'il y a probablement une très bonne surveillance au niveau de la population. Le problème est de relier la récurrence du cancer au statut vacciné. La surveillance de la population pour le cancer est bonne parce que le cancer est une maladie à déclaration obligatoire. Mais savoir quelles personnes ont été vaccinées et quand elles ont été vaccinées par rapport au cancer sont des données très faibles, si tant est qu'elles existent. Il est donc possible que les différentes bases de données contiennent des rapports sur les cancers, mais encore une fois, si cela se produit 2 ans après la vaccination, comment allez-vous pouvoir affirmer que cela a été causé par quelque chose qui s'est produit 2 ans auparavant? Il est difficile d'établir ces liens. Impressionnant. L'autre problème, c'est que vous avez parlé de la réapparition du cancer du sein, qui a été traité d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Mais il y a aussi tout ce phénomène au début de la pandémie, à savoir qu'une grande partie de ce type de travail de surveillance ou d'évaluation des mammographies n'a tout simplement pas été effectuée parce que les hôpitaux étaient fermés. Dans quelle mesure cela joue-t-il un rôle dans la question du turbocancer? Je pense qu'il est peu probable que cela affecte la question du turbocancer. Il est plus probable qu'il y ait une augmentation du nombre de diagnostics de cancer après la levée des restrictions et que les gens soient psychologiquement mieux préparés à retourner dans les espaces publics et les cliniques et à prendre leurs rendez-vous et à s'y rendre. Il y aura donc eu une augmentation au cours de cette période, mais elle ne s'est pas prolongée pendant des années. Je pense que et le fait que les cancers soient plus agressifs, comme je l'ai dit, est quelque chose d'inattendu, qui n'a rien à voir avec cela. Je voudrais juste parler de la vaccination, des données permettant de savoir si quelqu'un a été vacciné. Il y avait, d'après ce que j'ai compris, à un moment donné, une sorte de palette de critères pour définir si quelqu'un a été vacciné. Et cela pouvait aller de 0 à 3 semaines après l'administration du vaccin, jusqu'à 2 semaines, ce qui est le chiffre le plus courant que j'ai pu voir. Disposons-nous de données sur les personnes qui se sont réellement fait vacciner? Eh bien, pas vraiment. Si vous allez à l'hôpital pour une intervention et que l'hôpital consulte votre dossier médical pour voir si vous avez été vacciné, les données du dossier comporteront une case à cocher « vacciné » et une case à cocher « inconnu ». La raison pour laquelle la case est inconnue est que l'hôpital n'enregistre la vaccination que pour les personnes qui ont été vaccinées à l'hôpital ou dans une clinique liée au système de soins médicaux de l'hôpital. Il peut y avoir des informations ailleurs dans le dossier, par exemple dans une rubrique de texte indiquant que le patient a reçu des vaccins à telle ou telle date. Mais il est probable que cette rubrique ne contienne pas d'informations sur le statut des vaccins. C'est donc obscur. La question de savoir quand une personne est vaccinée peut être obscure. Il s'agit là d'une des plus grandes déformations du Covid. S'il faut quelques jours ou 2 semaines avant qu'un agent ne devienne pleinement efficace, il est juste, lorsque l'on étudie l'efficacité de l'agent, de dire « D'accord, nous ne vous considérerons pas comme vacciné pendant 2 semaines, jusqu'à ce que le vaccin soit pleinement actif. » Et c'est tout à fait juste, mais en même temps, vous ne pouvez pas utiliser cela pour nuire, car il y a eu de nombreuses analyses gouvernementales du CDC sur les effets indésirables des vaccins. Et elle place les personnes qui ont été vaccinées mais qui n'ont pas atteint les 2 semaines dans le camp des non-vaccinés en utilisant le même raisonnement selon lequel le vaccin n'a pas eu le temps de devenir efficace. Mais le danger survient dès que vous avez été vacciné de manière aléatoire. Avant de prendre votre voiture, vous allez chercher le vaccin, vous êtes déjà dans le groupe vacciné pour tout événement indésirable. Il s'agit donc d'une grave erreur d'information, car les effets indésirables graves des vaccins se produisent en grande partie dans les 4 premiers jours suivant la vaccination. Ainsi, si les 14 premiers jours ne comptent pas pour une personne vaccinée, cela revient à placer environ 3/4 de ces effets indésirables dans le groupe des personnes non vaccinées, et non dans celui des personnes vaccinées. Cela donne donc une image erronée des données en ce qui concerne l'évaluation objective de la sécurité. La sécurité et l'efficacité doivent donc être évaluées de manière totalement différente pour ces raisons. Pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité, il est tout à fait étonnant qu'une telle désignation soit faite car on a l'impression que les gens essayent de cacher le mal, n'est-ce pas?
Je veux dire, Je suis d'accord avec vous. oui. Mais je pense qu'il y a eu tellement de déformations, vous savez, dans ce que la santé publique a fait au cours des 3 dernières années, au point de rejeter les principes de la santé 6 jours après le début de la pandémie et de faire le contraire de tout ce que nous savions qu'il fallait faire pour les virus respiratoires. Le fait que la santé publique ait été si mauvaise et qu'elle ait conduit à tant de mauvais résultats pour tant de personnes, qu'elles soient mortes du Covid ou des vaccins, qu'elles aient subi des effets indésirables graves à cause d'un accès restreint à un traitement précoce efficace, d'une vaccination inutile et de personnes qui n'en avaient pas besoin ou qui auraient été plus à risque parce qu'elles avaient eu le Covid dans le passé et que les vaccins n'auraient fait qu'augmenter les risques d'effets indésirables. Tout au long de la période du Covid, la santé publique a fait preuve d'un grand nombre de fausses déclarations, ce qui a constitué un échec colossal tout au long de cette période. Vous savez, le point de départ est l'usure. Ma femme et moi avons fait le film The Unseen Crisis en regardant comment les gens ont été blessés. Ceux qui ont été répertoriés comme ayant été blessés par les vaccins sont souvent... Les médecins ne savent même pas ce qu'ils examinent parce qu'ils n'ont pas entendu parler de cette chose pour commencer. Et puis dans certains cas, ils sont marqués comme étant des troubles fonctionnels de l'hystérie. Et puis une fois que vous avez cela dans votre dossier, il est très difficile pour quiconque de vous exprimer, de vous prendre au sérieux. C'est ce que nous avons appris grâce à nos recherches. C'est ce qu'on appelle pratiquer l'enfumage médical. Attribuer une cause mentale, cela consiste à dire que cette personne est psychologiquement déséquilibrée plutôt qu'une cause fonctionnelle réelle. Parce que le médecin n'en sait pas assez, qu'il n'a pas regardé suffisamment en profondeur pour voir ce qu'il se passait et qu'il n'a pas fait les bons tests. C'est de l'enfumage médical à mon avis. Y a-t-il un moyen de clarifier ces données? C'est ma première question. La seconde est la suivante. Quelles études pouvons-nous mener pour comprendre? Commençons par le phénomène des turbocancers, et puis la question la plus large des dommages liés aux vaccins génétiques. Je pense que ce sera difficile. Permettez-moi de répondre d'abord à la deuxième question. Ce que nous savons sur le fait que les vaccins peuvent être attribués à la cause du décès provient en grande partie d'études d'autopsie où l'on peut prouver que la protéine du vaccin s'est retrouvée dans les organes en quantité suffisante pour avoir causé la mort de la personne vaccinée. Il s'agit de l'article de Ulsher que nous essayons de faire publier sur Zenodo en ce moment avec le docteur McCullough et qui montre que 74% des cas peuvent être attribués à la vaccination et sont une cause de décès. Ces études d'autopsie fournissent donc les données permettant d'impliquer la protéine spike dans des organes endommagés. C'est le lien nécessaire. Et dans un turbocancer, vous ne le verrez peut-être pas parce que la protéine spike n'est peut-être pas dans le cancer. Elle a mené au cancer, mais la protéine spike est venue et a fait ses dégâts, mettant le système immunitaire en échec. Le cancer s'est développé et est devenu tellement anormal qu'il est très agressif. Et vous savez, c'est comme si elle avait fait ses dégâts et était partie ailleurs. Il n'y a donc plus de traces de la protéine spike dans le cancer. Et il est donc très difficile de lui attribuer. Je pense donc qu'il sera beaucoup plus difficile d'étudier cette question. Fascinant. Et pour revenir à la question initiale, avec les données qui existent aujourd'hui, est-il possible et à quel niveau où l'effet est si important que le vaccin soit lié à l'incidence d'un cancer ou d'un autre dommage? Je pense que la seule façon de traiter cette question est la méthodologie épidémiologique classique, qui consiste à réaliser des études de contrôle de cas où il s'agit d'étudier le cancer du côlon. Vous réalisez une étude, vous essayez d'identifier toutes les personnes de votre état qui ont eu le cancer du côlon au cours d'une certaine période et vous recueillez ainsi 2000 personnes atteintes d'un cancer du côlon que vous rencontrez dès que possible et que vous interrogez sur leurs facteurs de risque. Vous obtenez alors un échantillon représentatif de personnes du même état et de la même population, de la même tranche d'âge, des mêmes sexes, de la même composition, etc. Et vous leur posez les mêmes questions. On recherche les différences de statut vaccinal entre les cas et les populations témoins et on ajuste pour tous les facteurs de risque connus du cancer du côlon
car s'il y a des différences entre les cas et les populations témoins, elles pourraient expliquer le stade du cancer. Et il faut donc alors les prendre en compte et les contrôler. C'est ce que nous faisons jour après jour dans nos études épidémiologiques, car au cours des 40 à 50 dernières années, nous avons beaucoup appris sur les maladies que nous étudions et nous savons donc quels sont les principaux facteurs de risque et nous savons donc que nous devons les mesurer et les contrôler. C'est la raison pour laquelle ce type d'étude est tout aussi puissant et objectif que les essais randomisés, voire même plus dans certains cas, pour examiner les mêmes types de liens. En effet, nous ne faisons pas qu'effleurer ces types de cancers depuis 1985. Nous avons beaucoup appris depuis. Nous savons donc comment les ajuster pour que les études soient objectives et non biaisées. Et je pense que c'est le genre d'études que nous devons réaliser. Vous savez, j'ai été frappée par le fait que si l'on disposait d'un échantillon suffisamment important pour l'étude que vous venez de décrire, il serait possible de déterminer, dans une certaine mesure, l'effet de ce qui se passerait si l'on classait les personnes comme ayant été vaccinées seulement 2 semaines auparavant, ou quelque chose de semblable. C'est exact, oui. Si les gens pouvaient en rendre compte avec précision, oui. Fascinant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des études à faire que le NIH pourrait mener dès maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, ayant obtenu le financement de tous ces types d'études au cours de ma carrière universitaire, il y a beaucoup de préjugés quant à ce qui est approuvé pour la recherche dans les NIH et les demandes de subventions soumises par les chercheurs. Il faut donc les rendre attrayantes, soit en proposant une hypothèse très nouvelle et non politique que personne n'a jamais étudiée dans le passé. Il y a donc une raison de collecter les échantillons. Il ne peut s'agir de la deuxième étude, de quoi que ce soit. Aucune deuxième étude n'est jamais financée, parce que ce n'est pas nouveau. C'est le fétichisme de la nouveauté. Il ne peut s'agir de quelque chose qui contredit radicalement les idées dominantes dans la communauté épidémiologique et médicale. Parce qu'alors, ils diront « Eh bien, ce n'est manifestement pas vrai selon telle et telle chose, et pourquoi voudrions-nous dépenser 5 millions de dollars ?» Et ces études sont coûteuses. Une étude typique comme celle-ci coûterait 5 ou 10 millions de dollars. Cela ne peut donc pas prendre 5 ans ou 7 ans ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est donc pas simple, ce n'est pas facile, c'est faisable, mais cela demande beaucoup de travail et un peu de chance. Mais fondamentalement, la façon de procéder consiste à camoufler les éléments à connotation politique de l'étude par d'autres éléments expliquant pourquoi il est intéressant de réaliser une autre étude de contrôle de cas sur le cancer du côlon, par exemple, et qu'il doit y avoir un facteur de nouveauté. Si l'on parvient à intégrer ce facteur et à le financer sur cette base, tout le monde ajoute des questions à son questionnaire auxquelles on n'avait pas pensé au moment où l'on a proposé l'étude. Ce n'est pas de la fraude, c'est l'évolution de la science et c'est normal. Et je ne préconise pas que les gens déforment ce qu'ils étudient, mais ils doivent, dans une certaine mesure, utiliser le système qui existe déjà pour être efficace et faire avancer la science de manière intéressante. Très intéressant. J'espère que beaucoup de scientifiques regardent cet épisode. Cela ne va pas être résolu du jour au lendemain. Même si des études sont financées, ce sera très difficile à faire. Je voudrais passer à la vitesse supérieure à présent. Il y a des rumeurs de mandats de différents types. Vous savez, appelons ça des conseils. Ils sont appelés comme ça, n'est-ce pas? Il s'agit de restreindre la propagation virale avec ces nouveaux variants qui font leur apparition. Quelle est votre réaction à ce sujet? En quoi l'une ou l'autre de ces recommandations a-t-elle permis de limiter la propagation des variants précédents qui ont vu le jour? La réponse est qu'aucune d'entre elles ne l'a fait. Il s'agit donc d'un raisonnement fallacieux. Et la définition de la folie, c'est quand les choses ne marchent pas, de refaire la même chose en sachant que ça n'a pas marché la première fois. Je pense que c'est là où en est notre société. Doubler les mauvaises choses est encore plus destructeur que la première fois. Mais je pense qu'une grande partie de la population en a assez de tout cela et prend le Covid à bras-le-corps. Elle ne va pas se laisser convaincre qu'un sous-virus comme le BA2.90, qui compte aujourd'hui 8 ou 10 cas dans le monde, est quelque chose qui va calamiteusement envahir le monde dans le mois à venir. Ce n'est pas le cas. Et tout ceci est de la propagande pour vendre les prochains lots de vaccins qui sortiront dans quelques semaines.
Les gens le savent déjà instinctivement. Ils en ont assez et ne vont pas se laisser faire. Je pense qu'il y aura de plus en plus de réactions négatives sur tous ces sujets. Nous avons traversé ces cycles. Nous étions naïfs la première fois que nous avons traversé cela en tant que société. Nous ne sommes plus naïfs aujourd'hui. Et cela les place dans une position très différente, celle de se laisser aller à faire des choses qu'ils ne voulaient pas forcément faire la première fois, mais qu'ils ont fait parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils savent maintenant, et qu'ils ne feront plus, parce qu'ils savent à présent qu'elles ne sont pas bénéfiques et qu'elles ne marchent pas. Le profil de sécurité ou la sécurité de ces vaccins est, je pense, qu'il serait juste de dire survendu. D'accord? Qu'en est-il? Et l'efficacité a également été survendue. Qu'en est-il de la sécurité et de l'efficacité de ces nouveaux vaccins? Nous ne disposons d'aucune information. Ils n'ont pas été testés de manière objective chez les humains face à quoi que ce soit. Les premiers n'ont pas été testés objectivement, de toute façon, car la composante sécurité a été interrompue le mois suivant à la fin de l'étude. Il n'y a donc pas eu de véritable suivi. Le nombre d'événements dans les essais cliniques était bien trop faible pour que la randomisation soit utile. Il n'y a donc aucun moyen de... Et lorsqu'on examine la mortalité, toutes causes confondues, par exemple dans l'effet Pfizer, on constate qu'elle est comparée ainsi. 19 dans le groupe placebo et 20 dans le groupe médicament ou dans le groupe vaccin ou quelque chose comme ça. Mais si ces chiffres sont très faibles, ils ne permettent pas de dire ce qui est plus avantageux que l'autre, car les chiffres sont trop faibles. Mais cela vous indique qu'il n'y a pas de signal évident que les vaccins réduisent la mortalité non plus. Il aurait dû y en avoir un. Et nous sommes donc coincés avec des tests inappropriés et inadéquats qui passent pour des tests adéquats et qui permettent à la FDA d'approuver ces produits. Et maintenant, la dernière justification est le taux d'anticorps. Mais tout le monde sait, et les scientifiques aussi, que les taux d'anticorps ne sont pas en corrélation avec l'immunité, que les taux d'anticorps augmentent après l'exposition à une infection, et qu'il en va de même pour l'immunité. Est-ce au niveau des anticorps que tout se passe? Non, la présence d'anticorps compte, du moins pendant un certain temps. Ensuite, les cellules T prennent le relais, et elles sont importantes. Les anticorps peuvent durer plus ou moins longtemps. Il en va de même pour les cellules T. Mais les gens perdent leur immunité progressivement et c'est le même processus pour certaines maladies. C'est ainsi que fonctionne le système immunitaire. Vous ne pouvez pas le mesurer avec des niveaux d'anticorps 2 semaines ou 3 semaines plus tard. Cela ne vous dit rien sur le degré d'immunité de la personne. On ne sait donc rien de l'efficacité de ces vaccins. Mais nous savons qu'ils sont produits de la même manière que les vaccins ARN messagers, à partir de tous les premiers lots et les premières séries. Il n'y a donc aucune raison de s'attendre à quelque chose de différent. Il s'agit là d'un risque important, car les risques liés au premier vaccin étaient suffisamment graves pour que la société en subisse les conséquences. J'estime aujourd'hui qu'environ 1 personne sur 140 aura une réaction indésirable grave au vaccin. Ce chiffre de 1 sur 140 me fait dire que si je devais choisir de me faire vacciner, ce chiffre est si bas qu'il est peu probable qu'il m'affecte. Je pourrais donc envisager de le faire. Mais si vous vaccinez 300 millions d'Américains, 1 sur 140 représente des centaines de milliers de personnes, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas tolérable pour une société où des centaines de milliers de personnes ne seront pas gravement affectées ou ne mourront pas de ce que vous essayez de prévenir, l'infection Covid, surtout maintenant à l'ère d'Omicron. Le fait de brouiller cette distinction est une autre des fraudes en matière de santé publique que nous avons connues, à savoir que le fait de dire que les vaccins sont sûrs et efficaces parce que vous n'avez qu'une chance sur 140 d'être blessé est une bonne chose pour un individu, mais c'est une chose terrible pour la société. Donc, pour la personne typique qui se demanderait, vous savez, avec ces variants et ce type de vaccin que nous connaissons, ce que vous venez de décrire, qu'est-ce qu'elle devrait penser ? Eh bien, à mon avis, personne ne devrait être vacciné contre cette maladie avec l'un de ces vaccins ARN messagers. Et il nous reste à voir ce qu'il va se passer à l'avenir. Mais je pense que les variants continueront à circuler, seront toujours de type Omicron, c'est-à-dire de faible intensité. J'ai entendu parler de quelques personnes hospitalisées à cause des variants actuels.
Ces hospitalisations ont duré quelques jours. Personne n'a été gravement malade. La vie n'a pas été menacée. C'était désagréable et la plupart des gens ont simplement eu le Covid. La plupart des gens ont déjà eu le Covid. Ils ont donc déjà un certain degré d'immunité, même face à ces nouveaux variants. Il n'y a donc aucune raison pour que les gens se fassent vacciner maintenant, à quelque degré que ce soit. Même les personnes souffrant de maladies chroniques, ils ont déjà été vaccinés et n'ont pas été touchés par l'infection. Il est donc impensable que ces personnes puissent tirer un quelconque bénéfice des nouveaux vaccins. Les mots de la fin avant de conclure, Dr. Risch. Nous pensions en avoir fini avec le Covid en juin de cette année, mais le pays tout entier voulait en avoir fini avec le Covid en juin de cette année. Et nous avons dit que nous en avions fini en janvier de l'année dernière, alors qu'Omicron était déjà sur nous, et que nous savions qu'il s'agissait d'une maladie semblable à la grippe, et qu'il ne s'agissait plus d'une situation d'urgence. C'est simplement l'un des problèmes d'infection de la société moderne, le fait que nous vivions en contact social les uns avec les autres et que, par conséquent, nous propagions des infections de faible niveau et cela fait partie de la vie humaine que nous prenons pour acquis et que nous essayons de traiter du mieux que nous le pouvons. C'est ainsi que nous devrions gérer cette situation et ne pas être forcés de paniquer à cause d'une propagande qui n'est que le fruit des tentacules du gouvernement qui travaille en tant qu'organe de relations publiques de l'industrie pharmaceutique pour vendre plus de vaccins. Dr. Harvey Risch, nous aurons le plaisir de vous recevoir à nouveau. Je vous remercie, au plaisir de vous revoir.